or here this morning, before you leave Haiti, you have the opportunity to taste the soup jaune. And while you're at it, you can ask Haitian on your table to explain to you the history beyond the soup. And if they don't know it, which I would be surprised, they don't every Haitian know their history, but I would be more than happy during dinner tonight or dinner tomorrow night to talk to you about it, and I can even give you some recipes. Because I know my friend from the Bahamas already told me she's going to put more spices to have it a little bit more hot. But we have a common history. We have a lot of things in common. The history behind the soup, all of us will relate to it from the Caribbean. And before you leave, hopefully you can taste Haitian rum. I know Jamaica or Bahamas or Belize, look for you have the best rum. If you haven't tasted from Babanco yet, you don't know anything. But before you leave, hopefully you have to taste rum. Because when you come to these conferences, it's not only about technology, it's not only, the conference about technology can be done anywhere else. But if you're here in Haiti, please open yourself to hear about what we have. Our food, our drinks, our culture, and everything. But I have to go back to technology, sorry. Again, good morning. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi encore une fois de vous accueillir à cette conférence. Hier, comme j'ai dit, on a parlé de l'évolution de l'identité des technologies de gestion d'accès. On a parlé du marché financier et le fintech. On a parlé d'intelligence artificielle et connexion 5G. Everyone has... Or else I can speak in English. I'm sure all my Haitian friends understand English, right? Anyone doesn't understand English? Because somebody from the Bahamas, she didn't have the... It's okay now? I'll try my best to speak both French and English. Yes, as I was saying, that yesterday we talked about fintech, about the financial market, about 5G, about everything. But the theme of the conference is, I'm going to say in French this time, le futur des systèmes de paiement dans le contexte de l'inclusion financière. When you talk about financial inclusion, this is my subject. I may not know a lot about technology, but I know a lot about financial inclusion. It is true, within ourselves, within the Caribbean, we are not at the same level when we talk about financial inclusion. I know places like the Bahamas, Belize, and Jamaica who are here with us. When you talk about financial inclusion, your people are more included than us. On a recent FinScope survey in Haiti, 46% of our people are considered as excluded. Excluded, that means they don't have access, they don't have usage to financial services and financial systems. And this is why at the Central Bank of Haiti, since 2016, even though it is not our mandate, the Central Bank Board, we decided to put financial inclusion in our agenda. But we can't do financial inclusion the way we used to do it in the past. Everybody has to have a branch nearby. Everybody has to have a little checkbook. But we can do it. That's what technology is all about. Technology, when I talk to Osmond, who is our director of technology at the Central Bank, I'm like, you guys make that thing sound very difficult. Technology is for us to use. It is true, you technologists, you understand yourself, but technology is not used to give us non-technologists the ability to go further. Believe me. It's not
in my language, the usage of it is not optimal. So that's why at the bank, this morning, we have one of our employees who's going to talk about our national strategy for financial inclusion. She will open the whole detail. But what I want really to say this morning, the theme of the conference is really how to use technology to make our people, the ones that are less fortunate. For people who are fortunate, they know about technology, they have bank accounts, they have revenues, they can use it as they want. But we're talking about, when you talk about financial inclusion, we're talking about the excluded. The ones who don't have access. This is why your expertise has to come, to be innovative. How, I mean, I look this morning, this is one I refer always as my friend from the Bahamas. Again, exclusion comes on different forms. It comes not to have access or usage of financial system. It has access as well as gender. Because women needs and men's needs are different. Women think different, we are more smart, of course, but we are different from you guys. That's why when we talk about technology, the team that's going to talk about those apps, those whatever, it has to get gender. Because in all the data shows that women are more excluded than men. I don't think this is like Jamaica. Jamaicans are here? You're right? Not yet? Ah, okay. Because I know my friend from Jamaica, when I go talking to financial regulation, the majority of them are women. But when we talk about gender, we're talking about both opposites. We're talking about when they have too many women and when they have too many men. Because when we have a team that is gender balanced, you become more innovative. You can get their feedbacks about when you're doing these apps to make to get the excluded included. And this morning, not only we're going to hear about financial inclusion, I know my friend Edison is going to talk again about very technological subject. But hopefully we'll have really, hopefully the day will go well and everybody can go back home, not only filled with all those hard subjects, but about the soft subjects as well. My Haitian friends who are here, please take the opportunity to talk to our counterparts from the Caribbean. And as well, not only our counterparts from the Caribbean, as well the employees of the central bank as well. We have different departments that are represented here. Maybe these are people that we never had the opportunity to meet before. Please take the time to share during breaks, during dinner and everything. And hopefully, when you go back home, my foreign friends, you'll say, that's what Haiti. I didn't have that idea about it. That's all I'm going to say. Enjoy yourself during the day. And Osmo is here. We are here. If there is anything we can do to make your stay more comfortable and enjoyable, you are more than welcome to ask us, and we're here for that. Thanks a lot, and have a good day. Thank you very much, Mr. Jean-Louis. And good morning, everybody. Come on. Let's start for another great day like yesterday. Good morning, everybody. Good morning. Thank you. Well, let's get right into it. We had a very productive day of presentations and exchanges among ourselves yesterday. We had that presentation by the Deputy Governor, putting our conference from a more comprehensive policy-making perspective. And that was very useful to put that economic
deliberations from the get-go. And then I offered my own reflections about some critical issues pertaining to the realm of technology, and particularly the new waves of technologies like artificial intelligence, the fifth generation of wireless, etc., and offered some perspective for us, particularly from a less developed country in the global community. And then we had Olivier Verret and Gwendoline d'Auguste presenting about financial development, well, fintech development in the context of the financial market. And for those of us who are not privy of these really specific areas, it was really informative, right, to learn about that. And also after lunch we had Rashida Pacquiao and Oli Oest presenting about IT innovation in the field of financial inclusion and talking about big data. I've heard of big data, but it was the first time that I've had so much information about it. And it was interesting to witness how the field is being shaped, because they could not provide a definition, they just provided a description, which was a very interesting distinction to make. And then all the applications of the concept of big data to financial inclusion. And it was good to relate that topic to financial inclusion, to the overarching theme of our conference. And then, even though we don't use big data in our processes yet in Haiti, but there are progress, you know, there is progress, there are advances occurring there, right? And providing perspectives. And then we had our friend from the Bahamas who gave us a presentation like no other one, right? And I remember I concluded the presentation, flouting the idea that we would have her back again after lunch, right? It was a good shot of nicotine, human nicotine that she gave us after lunch, right? But it was very interesting to hear her talk about information security and asking the question whether it was a matter of strategic development or IT investment, right? And to learn about her clearly wide experience, both technically but also in terms of, I'd say, administrative logistics, right? Because when you have those new technical fields, you have to sell them to the higher ups, right? Make them agree to put the resources necessary for the field to advance. And she gave really some very good advice about that. And then we concluded the day with our panel, right? The panel discussion, which was very interesting, really good exchanges among us. And we will have another one again later this afternoon. So that was what we did yesterday. Really very fruitful, productive day. And we're ready to start today for another day, right? Another day of learning, of exchanging, right? Of getting ourselves better to do our jobs from now on. So without any further ado, I'm going to call our first presenter, Ms. Valérie Victor Mételus from the Central Bank of Haiti, and she'll tell us about financial inclusion, the case of Haiti. Thank you.
morning, everybody. Compared to yesterday's presentations, mine is less technical because I'm from the unit of financial inclusion of the bank and not from the IT department. So it is such an honor for me to be with you today to present the case of financial inclusion regarding Haiti. And to be fair to the audience, my presentations, my slides, and the introduction will be in English, but I will present in French, so it's fair. When thinking about financial inclusions, two numbers come to mind. As mentioned earlier by Madame Jean-Louis, 46% of the Haitian population aged 15 and plus are financially excluded. And those numbers are from a survey called FinScope, an international survey that has been made in 32 countries now to understand the way that Haitians use the money and then their behavior, their financial behavior. And this same survey states that 53% of Haitian population wants to receive financial education. So it is clear from these numbers that there is room for improvement. And here at the Central Bank, we are working to better off those numbers. And also in 2014, the Central Bank of Haiti launched a national strategy of financial inclusion. And based on data from Global Findex conducted by the World Bank, there is progress in Haiti because in 2011, the percentage of the population with a bank account was at 22%, and in 2017, it increased to 32%. So what I'm going to do throughout my presentation, I will share with you actions taken by the Central Bank of Haiti to basically financially include the financially excluded. Here I'm sharing with you the plan for today. First, I will share with you the definition of financial inclusion of Haiti, the importance of it, the role that the Central Bank has toward financial inclusion. I will talk to you about the unit that just recently created, our national strategy, and through data, I will share with you our level in terms of financial inclusion. And to conclude, I will share with you some perspectives we have nationally. Every country who has their own strategy on financial inclusion has a clear definition of financial inclusion. Everybody knows that inclusion financière, c'est quoi? C'est avoir accès aux produits et services financiers. Quand on parle d'accès, c'est plus épargne, transfert, accès au crédit, assurance. Alors, pour le cas d'Haïti, notre définition officielle est la suivante. C'est un état de développement du système financier où, par le biais de mécanismes efficients et sécuritaires, un large éventail de produits et services financiers est accessible à tous les particuliers et entreprises en Haïti de manière opportune, abordable et commode. Et je dois vous dire que la stratégie nationale est disponible sur notre site, c'est www.brh.ht si vous voulez avoir plus d'informations. Bon, bien entendu, l'inclusion financière est très importante parce que si on se base sur plusieurs études au niveau mondial, si on prend le cas de Kenya avec M-Pesa, Tanzanie aussi avec le nom m'échappe, nous pouvons dire que l'inclusion financière peut contribuer à l'expansion sociale d'un pays tout en favorisant l'économie formelle qui permet d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de réduire la pauvreté et de lutter contre les inégalités, tout ça pour promouvoir une croissance inclusive. Bon, bien entendu, la BRH joue un rôle à l'inclusion financière bien avant la création de l'unité d'inclusion financière.
En tant que régulateur du système financier, la BRH a la responsabilité d'aménager dans le domaine du crédit toutes les conditions nécessaires, les meilleures conditions pour la croissance et le développement. Aussi, la BRH est responsable d'élaborer toute réglementation qui vise à faciliter les transactions bancaires et aussi faciliter l'offre et la demande pour assurer l'accès des services et produits financiers aux consommateurs et aussi de promouvoir la création des canaux alternatifs en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Présentement, nous travaillons sur un projet PRONAP. C'est un processeur national de paiement qui est très avancé. Et aussi récemment, la BRH vise à améliorer l'infrastructure financière. Nous avons aussi lancé récemment le bureau d'information de crédit. Toutes ces activités-là contribuent à l'inclusion financière. Maintenant, puisque l'inclusion financière, c'est un sujet qui tient à cœur à la BRH, en 2017, il y a une unité d'inclusion financière qui a été créée et dédiée spécialement aux activités liées à l'inclusion financière. Et elle a pour rôle, premièrement, d'assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi des actions déterminées par la BRH qui visent à favoriser l'inclusion. Et d'autre part, elle a pour rôle de collaborer sur le plan institutionnel avec tous les acteurs qui sont impliqués dans la politique d'inclusion financière. Au sein de l'unité d'inclusion financière, nous jouons le rôle de coordinateur, nos deux secrétariats techniques aux différents piliers qui existent au plan national de l'inclusion financière. Et cette stratégie nationale qui a été lancée en 2014 se base sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est services financiers pour faciliter l'inclusion et la réduction de la pauvreté. Le deuxième pilier, c'est lié au crédit pour la croissance économique. Le troisième pilier, c'est lié aux services financiers de proximité. Le quatrième, l'éducation et la protection des consommateurs. Et le dernier pilier, c'est le renforcement des institutions et des infrastructures financières. Bien entendu, quand on parle d'un plan national, nous devons viser toutes les catégories de la population. C'est pour cette raison-là que notre groupe cible, c'est les jeunes, les micro, petites et moyennes entreprises, les gens défavorisés, les personnes qui vivent dans les endroits reculés, les agriculteurs, les travailleurs migrants et leurs familles, et comment oublier les femmes. Ce que je vais faire dans les prochains slides, c'est de partager avec vous les actions, les mesures que nous avons prises au niveau de la BRH et sur le plan national aussi pour contribuer à l'inclusion. Comme je vous ai dit tantôt, le premier pilier, c'est services financiers pour faciliter l'inclusion financière. Ce que la BRH avait fait en 2007. Et nous avons mis un système de paiement interbancaire haïtien pour faciliter les transactions entre les banques commerciales. En 2013, il y a eu une amélioration du système de compensation à partir de l'image des chèques. En 2015, nous avons contribué au projet de loi sur la protection des consommateurs, la loi relative à la microfinance, projet de loi pour le crédit bail, tout ça pour faciliter les initiatives financières. Il y a un dépôt du projet de loi sur le gage sans dépossession. Et en 2016, il y a un support du décret portant sur la signature électronique qui est sorti. Nous avons récemment, en 2017, publié une circulaire 99, sur l'ouverture des comptes pour les mineurs. Et récemment, en mai 2018, nous avons la cartographie d'inclusion financière. Dans les prochains slides, je vais élaborer davantage sur cette cartographie. Et en 2018, nous avons eu l'enquête FinScope, l'enquête dont je vous ai parlé au début, avec les données disant que 46% de la population haïtienne est exclue du système financier. Maintenant, quand on prend le deuxième pilier,
Ok. En 2015, la BRH a beaucoup de partenariats avec d'autres institutions financières pour le lancement des produits de crédit adaptés au secteur de l'agro-industrie. Bon, le projet de loi relatif au crédit par revient, ainsi que la loi sur le gage de possession. Okay, nous avons aussi mis en place une circulaire 103 sur les incitations au financement liées au secteur agricole. En 2011, nous avons lancé des programmes d'incitation au secteur immobilier, au secteur touristique et hôtelier, et aussi aux entreprises tournées vers l'exportation. En 2011, nous avons eu un protocole d'accord de financement de logement avec plusieurs banques. Et ce que nous faisons au niveau de l'unité d'inclusion financière, c'est de réfléchir sur des politiques et de proposer à notre conseil. Et nous avons présentement une politique qu'on propose pour améliorer l'accès au crédit pour les femmes, qui doit sortir peut-être en 2019. Bon, j'ai déjà dit tout ça, j'ai oublié de changer, désolé. Ok, maintenant, le pilier 3, c'est services de proximité. Et comme le thème de la conférence, c'est le futur du système de paiement dans le contexte de l'inclusion financière, alors c'est important de partager avec vous ce pilier. C'est un pilier qui est lié au service de proximité. Et je vais faire avec vous, partager avec vous un survol des services financiers numériques qui se font en Haïti. Ok, en 1996, le marché a connu la pénétration des codes de crédit, Visa, Mastercard. En 2017, le SPID, je vous en avais parlé, c'est le système de paiement interbancaire haïtien. En 2008, nous avons eu dans le marché les codes de débit, Visa. Et en 2010, la Banque Centrale a publié les lignes directrices pour le mobile banking. C'est à partir de ces lignes directrices-là que nous avons connu des mobile money. Okay? En 2010, nous avons eu Mon Cash. Avec Mon Cash, qui est un mobile money, les clients peuvent effectuer des transactions, cash in, cash out, peer-to-peer, services de paiement, ces gens-là peuvent payer leurs utility bills. Et présentement, Mon Cash compte plus de 900 000 clients. Et jusqu'à l'année dernière, Mon Cash comptait 2200 agents qui sont actifs et 7,1 millions de transactions, tout ça sur un total de 44 millions de dollars américains. Je sais que il y a des représentants, il n'y a pas de représentants de Mon Cash. En tout cas, la société bancaire là avec l'argent cash, l'argent cash est venu après après Mon Cash en 2013. Ok, et c'est un concurrent qui est apparu sur le marché. Et en 2014, il y a eu Unibank tout côté. Il y a eu Easy aussi, c'est des banques qui offrent des services de banque à distance. Ça permet à n'importe qui peu importe sa location, d'ouvrir un compte bancaire à distance. La Unibank tout côté, ça a été lancé en 2014 pour la Unibank et Easy en 2015 pour la Sogecode. Et bien entendu, tout ça, on a pu avoir tout ça, le Bank Model, après les lignes directrices publiées par la Banque Centrale qui favorise ces activités. Et nous espérons avoir plus de ces produits-là sur le marché haïtien. Tout ça, bien entendu, contribuera à promouvoir, à améliorer l'inclusion financière en Haïti. Bon, je retourne au pilier 3. La BRH aussi a un projet de moderniser les caisses populaires. Ce projet-là a commencé avec 15 caisses populaires. Nous avons un projet ça s'appelle Green Back Project avec la collaboration de la Banque mondiale. C'est un projet qui est lié avec les transferts et voir comment on peut diminuer les coûts de transfert sur le marché haïtien. Par rapport au pilier 4,
qui est l'éducation financière et protection du consommateur. La BRH entreprend pas mal d'activités. Depuis l'année 2017, nous avons des programmes d'éducation financière dans certaines écoles secondaires de la zone métropolitaine. Et en 2017, nous avons sorti une circulaire qui demande d'afficher les taux d'intérêt, les tarifs, les commissions chargées pour tous les produits et services financiers fournis. Et le projet de loi sur la protection du consommateur, nous avons contribué à ça. En 2018, il y a eu un arrêté fixant les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. En 2018 aussi, ce que nous avons fait à l'unité d'inclusion financière, c'est un inventaire de tous les programmes d'éducation financière qui se font au pays. Nous avons rencontré pas mal d'institutions. Ok, en 2019, il y a eu un lancement de centre d'appel au sein de la direction de communication de la BRH. Tout ça, c'est dans le but de protéger un client, c'est un problème des complaints. Vous pouvez appeler ce numéro-là et vous allez avoir les informations demandées. Et aussi, sur le site de la BRH, ce qui est lié à l'éducation financière, nous avons plusieurs capsules d'éducation financière qui vous expliquent certains produits sur le marché. Un produit qui me passe en tête, c'est les obligations BRH. Il y a des modules très, très simples et très instructifs qui sont disponibles sur le site. Et présentement, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale d'éducation financière. Parce que quand on parle d'inclusion financière, il ne faut pas négliger la partie d'éducation. Parce que des fois, le produit est là et les gens de la population ne savent même pas qu'il est là. Et c'est aussi lié aux données là, de Philoscope qui dit que 53% de la population désire avoir une éducation financière liée à l'école, liée à ce qu'offre le pays en termes de produits et services financiers. Alors c'est une opportunité pour nous, à travers cette enquête-là, pour mettre sur pied la stratégie d'éducation financière, et nous faisons ça à travers un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est composé de plusieurs institutions étatiques, ministère de l'Éducation, bien entendu, ministère des Finances. Il y a des institutions de microfinance aussi qui font partie du comité de pilotage. Et il y a aussi des mobile network operators. Tout ça, c'est pour favoriser l'éducation financière sur le territoire national. Quand on prend le pilier 5, c'est de renforcer les institutions et infrastructures. Le projet de loi sur la microfinance revient. Okay. Nous avons, j'en avais parlé de ça tantôt, la mise en place du bureau de crédit, des formations de crédit qui va faciliter l'accès au crédit. Et nous faisons plusieurs études avec l'aide de la Banque mondiale. Il y a une étude sur la protection du consommateur en Haïti qui a été réalisée. Il y a une étude sur les coopératives d'épargne et de crédit. Aussi, la cartographie d'inclusion financière étendue. Maintenant, quand on parle d'inclusion financière, c'est important de penser aux indicateurs de base de l'inclusion financière. Les indicateurs de base sont l'accès, la qualité et l'utilisation. Okay, l'accès, c'est très important parce que si un client ouvre un compte en banque, ce n'est pas le fait d'ouvrir seulement le compte en banque, le client doit pouvoir utiliser ce compte en banque-là et les services doivent être de qualité. Alors, l'inclusion financière ne s'arrête pas seulement à l'accès, mais ça va plus loin, l'accès, l'utilisation et la qualité. L'accès, c'est quoi? Comme je vous ai dit tantôt, c'est la capacité à utiliser les services et produits financiers disponibles qu'offrent les institutions financières formelles. La qualité, c'est la capacité à répondre aux besoins du consommateur. L'utilisation, c'est la permanence, la fréquentité d'utilisation du service ou produit financier. Tout si nous respectons, si nous améliorons les indicateurs de base de l'inclusion financière, bien entendu, tout ça va contribuer au bien-être de la personne. Ça va avoir un impact positif pour les utilisateurs.
Maintenant, FinScope. Comme je vous ai dit tantôt, FinScope Consumer 2018, c'est l'enquête qui a été faite en Haïti pour la première fois. Cette enquête-là se fait dans 32 pays. Et c'est une enquête qui fournit une compréhension globale de la manière dont les Haïtiens, les individus en général, génèrent leurs revenus et de la façon dont ils gèrent leur vie financière. Il identifie les facteurs qui déterminent le comportement et ce qui empêche les individus à utiliser les produits financiers. Et je vais partager avec vous des données clés pour révéler cette enquête-là pour le cas d'Haïti. Quand on prend l'utilisation des services financiers, l'enquête révèle que 11% de la population haïtienne âgée de 15 ans et plus sont bancarisés. Il y a 42% qui utilisent des services et produits financiers non bancaires, mais formels. Quand je dis non bancaires, je parle des institutions de microfinance, les coopératives, des paniers de crédit. Il y a 19% qui utilisent des projets et services financiers informels à travers des amis, des saving groups, ce qu'on appelle SOL en Haïti, etc. Et il y a 46% de la population qui est financièrement exclue. Maintenant, quand on les données, les résultats pour l'épargne ont révélé. Ok. Les résultats pour l'épargne ont révélé que 8,35% épargne à travers les banques, 4% à travers les institutions formelles et non bancaires, 14% dans l'informel, 7% chez eux, les matelas. Bon, je partage quelque chose avec vous. Récemment, j'ai été choquée. Il y a un collègue à moi, ok, qui me dit, Valérie, j'ai perdu plusieurs mille gouttes, des billets de 1000 gouttes. Les rats ont mangé ces billets-là. Mais ça vous montre l'importance de l'éducation financière à tous les niveaux du pays. Nous n'allons négliger personne. Alors, c'est grave. Il y a aussi l'enquête révèle aussi que 72% de la population n'épargne pas. Bien entendu, les raisons pour lesquelles ces gens-là n'épargnent pas, il n'y a pas de revenus, ils n'ont pas d'emploi. Okay. Maintenant, je vais partager avec vous les données qui révèlent l'aspect du crédit en Haïti. Il y a 1,39% des conversations qui ont seulement accès au crédit, 2 points à travers les banques commerciales, 1,39%. Okay. Il y a 2,82% qui obtiennent le crédit à travers d'autres institutions formelles et non bancaires. Il y a 5,24% de façon informelle, 5,42% à travers la famille et les amis, et 86,9% ne prêtent pas. Ok, il y a les raisons pour lesquelles ces gens-là ne prêtent pas de revenus, pas d'emploi, et il y a des gens qui ont peur du crédit. Parce que bon, le crédit est cher. Maintenant, ça c'est la cartographie d'inclusion financière que vous pouvez trouver sur le site de la BRH. À la fin de ma présentation, je vais faire une petite démonstration avec vous pour vous orienter comment accéder à cette cartographie. La cartographie d'inclusion financière, c'est quoi? Ça fournit des données géospatiales sur l'offre des services financiers en Haïti par département, par arrondissement, par commune. Et c'est très important parce que c'est un outil qui encourage les prestataires de services financiers, le gouvernement, les bailleurs de fonds, d'analyser la pénétration des services financiers et ça leur permet d'identifier les zones qui sont mal desservies. Okay? Et tout ça va leur aider à apprendre à formuler des politiques d'inclusion financière. Si par exemple quelqu'un veut savoir le nombre d'ATM, de banques, de maisons de transfert, de caisses populaires dans une zone bien particulière, vous accédez à la cartographie et vous allez avoir ces informations-là.
comme perspective, nous sommes en train de réviser la stratégie nationale d'inclusion financière. Comme je vous ai dit, cette stratégie-là a été lancée pour la première fois en 2014, mais il y a eu des progrès, nous avons de nouvelles données. Ça veut dire qu'il est temps qu'on révise cette stratégie-là et c'est un processus. Pour réviser cette stratégie-là aussi, nous n'avons pas négligé les acteurs qui sont liés à l'inclusion financière à travers également un comité de pilotage. Nous rencontrons pour améliorer et travailler sur la nouvelle stratégie d'inclusion financière. Ok, et ce que nous faisons aussi, c'est des propositions de loi, des propositions de politique au niveau de notre conseil d'administration pour améliorer l'inclusion financière en Haïti. Et je vous ai dit aussi que nous sommes en train de travailler sur le plan national d'éducation d'inclusion financière. Nous sommes très avancés et nous allons lancer ça, bon, je ne vais pas donner de date, mais bientôt. Okay. Et nous collaborons beaucoup avec les acteurs nationaux et aussi internationaux qui doivent être impliqués et qui peuvent nous aider pour implémenter la stratégie nationale d'inclusion financière. Bon, c'est la fin de ma présentation, mais je compte faire avec vous une démonstration avec l'Internet. Bon, pour accéder, j'ai parlé de deux études. J'ai parlé de la cartographie et j'ai aussi parlé de Philscope. Pour accéder à la cartographie d'inclusion financière, vous allez sur www.brh.ht et bon, ça c'est le site normalement. Il y a un shortcut to be fast. You just go click on this. It's called cartographie d'inclusion financière. You click on it. The connection is slow apparently. Bear with me. It's too slow, it's loading. Well, it's not loading, but it's easy, you just access it. Et puis les gens qui veulent savoir, disons, quelles institutions, qui offrent des produits et services financiers dans une zone bien déterminée. Bon. I can be rich, sorry. Bon, vous avez vu l'essentiel, vous avez vu l'emplacement de la cartographie, et quand vous cliquez à l'intérieur de la cartographie, vous allez voir un truc là, c'est le Philscope qui vous donne tous les résultats, okay, de façon plus approfondie, parce que je n'ai pas pu tout partager avec vous, les données là sont très intéressantes, les données qui sont liées à l'inclusion financière. Merci. Thank you very much, Valérie, for this very informative presentation. Indeed, as you said at the beginning of your presentation, it's not really about technology, right? It's about financial inclusion, but it's really well fitted in this conference. Let's not forget that the theme of the conference is that we want to harness the potential of technology to spread financial inclusion in the country, right? And that's the opportunity to suggest to our colleagues that are in technology to really get themselves, the ownership of this information in order to use now all those technological means and tools that they have to contribute to spreading financial inclusion in the country, and also
speaking of the website of the bank, of the Central Bank of Haiti, of the RH, there is also a database of all the information pertaining to financial inclusion that anyone can access and see what's available and what they can do, how they can contribute, particularly our colleagues in technology. So I'm assuming that there is probably a great desire to ask questions for such an interesting presentation. But in the interest of time, we are going to continue, and I'm asking you to please take notes of questions that you might have for Mrs. Metellus, and we're going to have the next presentation, and after that presentation we can have a session of Q&A for both presentations together, right? And also remember that at the end of the day, we will also have another panel discussion as we had yesterday, so you can also ask questions about financial inclusion at that panel also. So please, so that you don't forget, take note of your questions so that we can make sure we discuss them before the end of the day. And this said, I'm inviting the next presenter, Mr. Gregory Dolan from the Central Bank of Haiti. He's going to present about reinforcing the information system security for better financial inclusion. Good morning, everybody. How are you today? Everything's okay? I'm sorry, my presentation will be in French. Please take your headphone so you can understand. En fait, je vais parler sur le renforcement de la sécurité des systèmes d'information pour une meilleure inclusion financière. En fait, je dois vous rappeler que comme il fallait bien le dire, l'inclusion financière définit la possibilité pour les individus et les entreprises d'avoir accès à tout un gamme de produits et de services. Mais il faut noter que l'offre de ces services doit quand même passer par les systèmes d'information. Donc, il faut sécuriser les systèmes d'information pour une bonne inclusion financière. En fait, d'abord, je dois vous dire que c'est quoi un système d'information. En fait, on peut le définir comme étant un ensemble de ressources. Et ces ressources-là, ce sont les utilisateurs, les employés, les cadres des institutions, les ressources matérielles comme les ordinateurs, les équipements, tout ça. Et il y a aussi les logiciels et les données. Et sécuriser le système d'information revient à sécuriser l'ensemble de ces ressources. En fait, sécuriser, c'est-à-dire empêcher le vol,
des équipements. Sécuriser les équipements contre le vol, contre les inondations. Sécuriser contre l'accès sécuriser l'accès aux informations. C'est-à-dire, il faut s'assurer que seulement les personnes qui sont autorisées peuvent accéder aux informations. Il faut s'assurer que ces informations-là ne soient pas modifiées. Volées, falsifiées. Il faut aussi que les logiciels soient bien configurés. En fait, sécuriser les informations, ça nous fait penser à la définition de droit terme. Donc, c'est l'intégrité, comme je viens de le dire. L'intégrité des informations, c'est empêcher les accès non autorisés. La confidentialité, en fait, la confidentialité, c'est empêcher les accès non autorisés aux informations. L'intégrité, empêcher la modification, la falsification des informations. Ensuite, la disponibilité, il faut s'assurer que les données soient toujours disponibles. Les services, les systèmes d'information sont toujours disponibles pour offrir de bons services aux utilisateurs. En fait, il ne faut pas oublier que l'inclusion financière va quand même passer par le développement de nouveaux systèmes d'information. Donc, avec la création de nouvelles entreprises, donc c'est sûr qu'on aura de nouveaux systèmes d'information. Maintenant, c'est la création des services financiers. Donc, ça va quand même passer par l'utilisation des technologies récentes, comme par exemple la blockchain, l'Internet des objets, le machine learning, le big data et bien d'autres. En fait, du coup, les cybercriminels, ou du moins les fraudeurs, ils envisagent déjà en fait, de nouvelles techniques d'attaque des systèmes d'information. La plupart des fraudes que les entreprises subissent ne proviennent pas nécessairement des actes prémédités, ou du moins des failles du système d'information, mais c'est surtout en exploitant une faille qui existe et une faiblesse. Donc, et cette faiblesse peut venir des utilisateurs du système. Les nouveaux inclus financièrement, ils sont pour la grande majorité des gens qui n'ont pas de bonnes connaissances, ou du moins des connaissances avancées, ou du moins ils n'ont pas assez d'habilité dans l'utilisation des services technologiques. Donc, ils sont considérés comme étant les plus vulnérables et les plus faibles. Ils constituent le maillon le plus faible sur la chaîne de production des systèmes d'information. En fait, les actes frauduleux sont très mauvais pour la réputation de l'entreprise et ça peut conduire à une perte de confiance dans l'utilisation des services offerts. Tout ceci peut avoir un impact négatif sur l'inclusion financière. Parce que si on commence à perdre confiance
dans les entreprises qui font des services à partir des systèmes d'information. Donc, les gens qui sont en dehors du système, ils vont réfléchir. Donc, il est fondamental de renforcer la sécurité des systèmes d'information sur toutes les facettes afin d'augmenter le niveau de confiance des gens et cela peut conduire à une plus bonne inclusion financière. Et la façon d'arriver à sécuriser le système d'information, la façon que je vais expliquer, donc, elle se résume à travers le sommaire. D'abord, il faut sensibiliser et former les utilisateurs. Il faut connaître le système d'information. Il faut contrôler l'authentification et les accès, sécuriser le réseau, sécuriser l'administration, gestion des matériels mobiles, maintenir le système d'information à jour, superviser, auditer et réagir, superviser le système d'information, auditer pour détecter les écarts, et puis réagir par rapport aux incidents de sécurité par exemple, dans le système qu'on a découvert dans le système. Désolé. Donc on doit commencer par sensibiliser et former un staff pour gérer le système d'information. Donc c'est-à-dire le staff doit être formé sur la législation en vigueur, sur les principaux et les risques et les menaces, l'authentification et le contrôle d'accès, le paramétrage, c'est-à-dire la bonne configuration des systèmes d'information, la segmentation du réseau et ensuite la journalisation. Il faut sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité informatique. Donc, ils doivent comprendre quels sont les objectifs et les enjeux en matière de sécurité des systèmes d'information. Parce que si on ne connaît pas les objectifs, donc c'est sûr qu'on ne va pas réussir à faire ce que l'on veut des systèmes. Il faut que les utilisateurs sachent catégoriser les informations. Quelles sont les informations qui sont critiques pour l'institution? Quelles sont celles qui sont moins sensibles, plus sensibles pour l'institution? Les utilisateurs doivent pouvoir utiliser les règles et les consignes de sécurité qui régissent l'activité quotidienne. Par exemple, l'utilisateur doit savoir qu'un document qui est imprimé, un document sensible, ne doit pas rester à la vue de tout le monde. Donc il y a des informations que, même si tout le monde fait partie de l'entreprise, il y a certaines informations que tout le monde ne doit pas savoir. L'utilisateur doit aussi savoir les moyens qui sont disponibles qui participent à la sécurité du système. Par exemple, l'utilisation d'une badge pour accéder à la salle des serveurs. L'utilisation d'une clé pour ouvrir la salle des serveurs, par exemple. Ensuite, il faut connaître son système d'information. Donc, vous n'allez pas gérer un système d'information et que vous ne connaissez pas ce système au bout des doigts. Il faut pouvoir identifier
les informations, les serveurs les plus sensibles et maintenir un schéma du réseau. En fait, comme données sensibles, en fait, je peux citer des données sur les clients, des données personnelles, des contrats, etc. En fait, le plus souvent, ces données sont localisées sur des bases de données, sur les partages de fichiers, sur les postes de travail. Maintenant, le schéma du réseau doit pouvoir vous permettre de localiser à n'importe quel moment quels sont les serveurs qui détiennent les informations sensibles du système. Donc, si ces serveurs méritent une attention particulière, donc ce schéma doit pouvoir vous permettre de les localiser rapidement. Il faut pouvoir disposer d'un inventaire à jour des comptes privilégiés. En fait, l'utilisation des comptes admin, il faut pouvoir les identifier. Quels sont les utilisateurs qui ont un compte admin? Quels sont les utilisateurs qui ont des droits d'accès sur un répertoire de travail? Par exemple, les utilisateurs d'un département X ne doivent pas avoir accès au répertoire des utilisateurs du département Y. Donc l'inventaire doit vous permettre de savoir tout ça. Il faut pouvoir identifier quels sont les postes non administrés par le service informatique qui ne fait pas objet des mesures de sécurité définies par la politique de sécurité de l'entreprise. Par exemple, pour une raison ou pour une autre, on peut avoir un poste qui est connecté sur le réseau et qui, ce poste n'a pas un antivirus. Ce poste n'est pas doté d'un pare-feu. Donc, ce poste n'est pas conforme en rapport à la politique de sécurité de l'entreprise. Donc, l'inventaire doit pouvoir permettre de savoir tout ça et appliquer les mesures appropriées. Donc, il faut organiser les procédures d'arrivée, les procédures de départ et de changement des fonctions des utilisateurs. En fait, dans les entreprises, donc à l'arrivée, donc il faut créer des comptes pour les nouveaux utilisateurs. Mais quand ces utilisateurs vont laisser l'entreprise ou bien ils vont changer de département, il faut aussi s'assurer, en fait, dans le cas que l'utilisateur laisse l'entreprise, il faut s'assurer que son compte soit désactivé ou supprimé. Et si l'utilisateur change de fonction dans l'entreprise, il est transféré dans un autre département, il faut s'assurer que les droits d'accès soient modifiés. La gestion des accès physiques. En fait, si l'utilisateur avait des badges, des clés par exemple, pour accéder à la salle des serveurs, par exemple, il faut pouvoir récupérer tout ça au départ de l'employé de l'institution. Et si l'utilisateur avait sous son contrôle la gestion des documents et des informations sensibles, s'il avait des mots de passe, il faut changer ces mots de passe. Connaître son système d'information revient aussi à pouvoir autoriser la connexion au réseau de l'institution seulement aux équipements maîtrisés. En fait, généralement, les terminaux mobiles comme les laptops, les tablettes, les smartphones, ce sont des équipements qui sont difficilement maîtrisables. Généralement, il y a des utilisateurs qui viennent dans l'entreprise avec leur propre équipement. Mais ces équipements-là, ils ne sont pas sous le contrôle des personnes qui gèrent le réseau.
En fait, quand je le dis, par exemple, la configuration de ces équipements, ce sont les utilisateurs qui ont décidé de le faire. Ou du moins, les utilisateurs décident de leur propre niveau de sécurité, par exemple, quand il s'agit d'accéder au réseau de l'entreprise. Donc, ces équipements-là, ils ne sont pas sous le contrôle des administrateurs réseau. Donc, il faut vraiment prendre les mesures pour autoriser, pour décider d'autoriser ou pas les équipements et les équipements personnels des utilisateurs. Le plus souvent, en fait, cette démarche à ne pas accepter la connexion des équipements personnels sur le réseau de l'entreprise est considérée comme étant une démarche rétrograde et inacceptable. Mais il faut savoir que si on accepte d'obéir aux caprices des utilisateurs, donc ça peut fragiliser le réseau et peut servir aux intérêts des attaquants. Authentifier et contrôler les accès. Pour accéder au système d'information, il faut utiliser des comptes nominatifs. Quand je dis des comptes nominatifs, par exemple, moi, Grégory Dolin, donc mon compte va être G Dolin, par exemple. Et on va savoir que G Dolin est rattaché à Grégory Dolin. Donc ça permet d'assurer un principe en sécurité qu'on appelle non-répudiation. C'est-à-dire un utilisateur ne peut pas nier son action. Donc à tout moment, s'il y a un problème, donc si c'est l'utilisateur G Dolin qui a fait une mauvaise configuration, ou du moins qui a modifié quelque chose sur le système, on va savoir que c'est Grégory Dolin. Mais on ne va pas utiliser un compte qui ne fait pas référence à la personne en question. Toujours dans authentifier et contrôler les accès, il faut attribuer les bons droits sur les ressources sensibles du système d'information. Quand je dis attribuer les bons droits sur les ressources, c'est-à-dire si un département, si je fais partie du département information et technologie, il y a certaines ressources que j'aurai accès. Donc, on va définir les droits dont j'ai besoin pour accéder à ces ressources. Il faut s'assurer que les utilisateurs soient authentifiés avant d'utiliser une ressource. Même si j'ai des droits d'accès sur la ressource, mais je dois quand même authentifier avant de l'utiliser. Il faut aussi revoir régulièrement les droits d'accès afin d'utiliser les accès non autorisés. Pour une raison ou pour une autre, un employé qui ne devrait pas avoir accès à une ressource, donc vous allez pouvoir détecter ça et faire la correction appropriée en révisant les droits d'accès. Il faut privilégier une authentification forte, c'est-à-dire on peut utiliser une combinaison de plusieurs facteurs d'authentification. Et ces facteurs sont, par exemple, quelque chose que vous connaissez, comme un mot de passe, quelque chose qu'on possède comme un jeton, et quelque chose que vous êtes, comme une empreinte biométrique. Donc, une combinaison de ces facteurs va vous permettre d'avoir une authentification forte. Il faut aussi prendre des mesures pour sécuriser les postes. Donc, il faut mettre
un niveau de sécurité minimal sur l'ensemble du parc informatique. Donc, doter les postes des utilisateurs d'antivirus, de firewall, chiffrer les partitions où sont stockées les données des utilisateurs, parce que si le poste utilisateur a des données sensibles, donc si par hasard un attaquant arrive à pénétrer le système, donc si les données sont chiffrées, l'attaquant ne va pas pouvoir utiliser ces données, parce que c'est vous qui avez la clé de déchiffrement. Sur les postes, il faut aussi désactiver les exécutions automatiques des programmes. Il faut sauvegarder les données vitales des postes utilisateurs. Donc, après la sauvegarde, il faut prendre l'habitude de tester la restauration de ces sauvegardes. Parce que c'est bien de sauvegarder, mais est-ce qu'on peut utiliser la sauvegarde? Donc, il faut pouvoir tester les sauvegardes afin de savoir que s'il y a un problème, on peut utiliser ces sauvegardes pour une bonne restauration. Chiffrer les données sensibles transmises par Internet. Quand on transmet les données par Internet, donc il se peut qu'il y a un fraudeur, un attaquant qui se trouve sur la trajectoire de transmission des informations. Donc si les données sont chiffrées, donc si l'attaquant arrive à récupérer ces données, donc il ne va pas pouvoir les utiliser parce qu'il ne connaît pas la clé de déchiffrement. Et généralement, si ces données sont transmises par Internet, il faut s'assurer que la clé de déchiffrement soit transmise par le moyen de notre canal de communication. Par exemple, on peut appeler pour donner le mot de passe par téléphone. Okay. En fait, on me dit qu'il me reste peu de temps, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et je vais sauter quelques slides, on pourra en discuter après. Ok. Une chose encore importante, il faut bien sécuriser l'administration du système d'information. En fait, un poste ou un serveur qu'on utilise pour administrer le système ne doit pas avoir accès à Internet. Il faut, en fait, même dans le cas où vous effectuez des mises à jour, les mises à jour ne doivent pas être faites directement sur les postes, parce que il faut récupérer les mises à jour sur un support, et puis après vous allez les transmettre et les vérifier avant de les transmettre sur le serveur, ou du moins le poste utilisé pour faire l'administration du système. Et ok, comme exemple, le serveur utilisé pour faire l'administration de Swift chez nous, donc ce serveur-là n'est pas branché sur Internet. Il est sur un segment séparé du réseau. Donc, quand on va faire les mises à jour, on récupère les mises à jour sur le site de Swift et on les vérifie. Il y a des procédures pour vérifier que les mises à jour sont authentiques. Et puis après, on fait la mise à jour. En fait, il faut aussi gérer les terminaux mobiles. Généralement, il y a des utilisateurs en déplacement qui utilisent des laptops pour accéder au système d'information. Mais ils utilisent le plus souvent des logiciels
gratuites comme TeamViewer, comme AnyDesk. Il n'est pas conseillé. Il est préférable d'utiliser un tunnel VPN pour se connecter au réseau du système d'information. Donc, il n'est pas recommandé d'utiliser un tas de logiciels gratuits. Donc là, vous mettez en danger vos systèmes. Okay. Il faut maintenir son système d'information à jour. Qu'est-ce qui arrive? Si le système d'information n'est pas à jour, donc des faiblesses peuvent être exploitées par les attaquants. Les sources d'information relatives à la publication des mises à jour doivent être bien maîtrisées. On ne va pas télécharger les mises à jour sur n'importe quel site. Si on utilise des produits Microsoft, il faut s'assurer que les mises à jour soient tirées sur le site de Microsoft. Si les composants sont obsolètes, il faut prendre l'habitude de les isoler du système d'information. Parce que quand le composant devient obsolète, le fabricant ne publie plus de mise à jour. Donc, là, si vous continuez à utiliser ces composants, donc vous allez donner la possibilité aux attaquants de pénétrer dans vos systèmes facilement. Je vais finir rapidement. Après, il faut superviser le système d'information de manière régulière. Il faut auditer et il faut réagir par rapport aux incidents de sécurité, par exemple. Et auditer, ça va vous permettre de bien réviser. Est-ce que vous avez bien appliqué la politique de sécurité? S'il y a quelque chose qui n'a pas été bien appliqué, donc les auditeurs, soit internes ou externes, va vous permettre va vous faire des recommandations pour apporter les corrections appropriées. Par exemple, s'il y a des mauvaises configurations, donc on va vérifier, on va voir qu'il y a des mauvaises configurations, on va prendre des mesures appropriées pour faire les corrections. Journaliser, regarder les événements critiques. En fait, ces événements-là, ce sont ces événements qui vont vous permettre de détecter les erreurs de fonctionnement du système. Ça va vous permettre de retracer par exemple, les mauvaises tentatives de connexion sur les systèmes. Combien de fois qu'un utilisateur a essayé de connecter? Quel est le nombre de connexions échouées? Quel est le nombre de connexions réussies? Donc, en journalisant, ça va vous permettre de savoir tout ça. Ok, pour conclure, en fait, il faut être toujours à jour. Il faut investir dans les recherches et développement. Donc, il faut rester informé par rapport aux nouvelles méthodes utilisées par les attaquants. Et comme ça, on sera en mesure de contrecarrer les tentatives de pénétration, les tentatives d'intrusion dans vos systèmes. Donc, une fois que vous avez des systèmes d'information sécurisés, donc ça va inspirer beaucoup plus de confiance chez les gens. Donc, et ceci, selon moi, va contribuer à une plus bonne inclusion financière. Merci. Je remercie M. Dolin pour sa présentation et je dois lui présenter mes excuses si je lui ai donné quelques petites pressions pour qu'on puisse rester dans l'agenda. Et ce sont des sujets très riches, ah ouais, et il y a beaucoup à dire. Et si maintenant, moi qui suis le modérateur, qui doit contrôler l'air, des fois il faut faire des interventions qui ne sont peut-être pas agréables, M. Dolin.
Hein? Comme on dit, c'est la vie. Eh bien voilà, on peut prendre quelques minutes s'il y a des questions. C'est déjà l'heure de la pause café, mais s'il y a des questions pressantes pour nos deux intervenants, Madame Métellus et Monsieur Dolin, on peut les prendre. Ou encore, si on préfère, on peut, comme j'avais dit tantôt, on peut aussi prendre note de ces questions et les réserver pour le panel de plus tard. Donc, mais on peut toujours prendre 5 minutes pour répondre à des questions pressantes. Si quelqu'un veut poser une question qui ne peut attendre, ah ben, voilà. Il n'y a personne? Mais voilà, donc prenez note donc des questions et puis on pourra les faire venir au panel de l'après-midi. Donc on s'arrête donc pour la pause. Il est déjà 10h36. Donc disons qu'on fait la pause pour environ 10-12 minutes. Pas vrai? Et on revient à disons vers 10h48. Pour qu'on puisse recommencer à 10h50. D'accord. Merci.